Et ce soir, nous allons parler ensemble de vaccination. C'est évidemment d'actualité. Notre invité est Bruno Pitard, que je remercie particulièrement, chercheur en cancérologie et immunologie, fondateur de la société de biotechnologie InCellArt et surtout spécialiste des technologies de vaccination innovantes. Il va nous parler ce soir de ces fameux vaccins à ARN et ADN et nous éclairer sur ce sujet. La soirée se déroulera en deux temps. Tout d'abord, l'intervention de Bruno Pitard qui va durer de 30 à 40 minutes. Puis ensuite, vous pourrez poser des questions à notre intervenant. Pour cela, il faut s'inscrire. Donc, vous cliquez sur l'onglet participant de votre écran et vous choisissez l'option lever la main. La parole vous sera alors donnée dans l'ordre des inscriptions. Merci à tous de poser des questions courtes. Mais avant de rentrer dans l'intervention de Bruno Pitard, je vais donner la parole quelques instants au docteur Jean-Marc Chirol, qui représente notre partenaire pour ce soir, l'association La Santé à Voix Haute. Jean-Marc, c'est à vous. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas la première fois qu'on organise en commun avec le Conseil de développement des réunions. La Santé à Voix Haute, c'est une association nantaise qui a pour objet de favoriser la compréhension, la discussion, la réflexion, la connaissance des problématiques de santé, de politique de santé. Notre objectif et notre action, c'est d'organiser des débats, c'est aussi de publier une newsletter régulièrement, d'avoir un site et voilà, et bientôt une chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais donner quelques chiffres, pas beaucoup, parce qu'on va rapidement écouter Bruno Pitard nous parler du vaccin. On est depuis un an confronté à une révolution, une épidémie majeure. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on se voit par vidéo, alors qu'il y a un an, on aurait fait une réunion dans un grand amphithéâtre. En tous les cas, il y a la Covid-19 qui bouleverse nos vies. Quelques chiffres, c'est 110 millions de personnes touchées dans le monde, c'est 2 500 000 presque de décès dans le monde. Et en France, c'est plus de 3 500 000 patients touchés avec 82 000 décès. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de majeur. Et dans les Pays de Loire, même si on est un peu plus protégé, il y a quand même une incidence importante, 200 par jour à peu près. Alors, il y a eu cette épidémie et puis il y a une révolution qui s'est mise en place avec la découverte et la fabrication de vaccins qui agissent sur un nouveau mode qui n'était pas très courant jusque-là. Et Bruno Pitard, on compte sur vous pour nous expliquer en quoi consiste la vaccination à ARN, peut-être les autres vaccins qui vont arriver aussi. Et puis, on compte sur vous pour nous raconter cette aventure qui quand même prend sa source il y a quelques années. Merci. Très bien, merci pour l'introduction et l'invitation à faire cette présentation ce soir au Conseil de développement de notre métropole et la santé à voix haute. Donc, je vais partager mon écran. Je vais vous faire une présentation à partir d'un document PowerPoint. Ici. Donc là, est-ce que vous voyez tous bien? Normalement, ça doit aller, je pense. Très bien. Voilà, donc je vais vous parler ce soir des différentes stratégies qui sont actuellement à la manœuvre pour essayer de faire donc, un vaccin contre ce virus, le SARS-CoV-2, qui donne la pathologie dénommée Covid-19. Donc, je suis directeur de recherche au CNRS, je travaille dans une unité INSERM CNRS à l'Université de Nantes. Et avant ça, je suis ingénieur de formation, j'ai fait une thèse
à l'Institut Curie à Paris. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant quelques années chez Sanofi dans un centre de recherche à Vitry-sur-Seine, dans la banlieue sud de Paris et en Californie. Et puis après, je me suis occupé de vaccination à acide nucléique, vaccin à ADN, chez Sanofi Pasteur dans la région lyonnaise, avant d'arriver à Nantes il y a exactement 21 ans. Voilà, donc je développe ces stratégies de vaccination ADN et ARN depuis que j'ai commencé ma carrière, donc il y a à peu près 25-26 ans. Donc, pour commencer, je ne sais pas si je peux déplacer ça, oui, voilà. Donc, pour commencer, quelques rappels sur le virus. Donc, le coronavirus SARS-CoV-2, c'est un virus enveloppé. Vous voyez une photo en microscopie électronique. C'est un virus qui fait à peu près 100 nanomètres de diamètre, un peu moins. C'est un virus à ARN. Et donc, en fait, le génome du virus contient 30 000 nucléotides. Et par comparaison, le génome humain contient 3 milliards de nucléotides. Donc, vous voyez, le virus, il contient beaucoup moins de nucléotides. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus petit qu'une cellule humaine et qu'un noyau humain. Ce virus, eh bien, il est constitué d'un certain nombre de protéines pour fonctionner, pour se développer, pour échapper au système immunitaire. Il en exprime à peu près 30, et il y en a une qui est très importante, elle est visualisée en rouge, et c'est la protéine qu'on appelle spike, la protéine de spicule, qui est une protéine qui est à la surface du virus. Et cette protéine, en fait, sert énormément au virus. Elle lui sert à s'accrocher au niveau des cellules humaines et notamment au niveau des cellules de l'épithélium pulmonaire. Donc, on va avoir ce petit virus qui va s'accrocher donc via sa protéine spike à un récepteur à la surface des cellules humaines. Et en fait, ensuite, ce qui va se passer, c'est que ce satané virus va rentrer dans nos cellules et il va mettre nos cellules à son service pour produire de nouveaux virus. Donc, le système va s'amplifier. Il va donc y avoir plus de virus produits une fois que le virus est rentré dans la cellule, puisque la cellule va en produire de nouvelles copies. Et ensuite, ce virus ne va quand même pas échapper au système immunitaire. Il va être détecté, il va être pris en charge par les cellules dendritiques pour faire des lymphocytes T spécifiques du virus et aussi des anticorps spécifiques du virus. Donc les chiffres ont été rappelés, je ne m'étends pas sur mes chiffres qui datent un peu de décembre. Effectivement, il y avait 60 millions de personnes infectées et 1,5 million de personnes décédées dans le monde. Donc ce satané virus, on l'a dit, il s'accroche, comme vous le voyez sur la figure, avec sa protéine spike aux cellules donc pulmonaires. Et en fait, l'idée, c'est de faire des anticorps contre cette protéine spike. Donc, vous voyez, c'est en fait la croix rouge. On veut essayer d'empêcher cette protéine spike d'interagir avec le récepteur présent à la surface des cellules pulmonaires. Donc, pour ça, on va essayer d'induire des anticorps contre cette protéine spike de manière à ce que lorsque la protéine spike est engluée par des anticorps qui auront été produits par l'organisme, eh bien, il va y avoir une espèce d'interaction négative. La protéine spike ne va plus pouvoir interagir avec son récepteur et donc le virus ne va pas pouvoir rentrer dans la cellule. Sur cette diapositive est représentée schématiquement la protéine spike. C'est un trimère, c'est une protéine assez complexe, il y a différents domaines. Il y a une partie qui est très importante qui s'appelle le RBD, Receptor Binding Domain, qui est en vert. Et c'est surtout par ce motif-là que la protéine spike du virus va réussir à s'accrocher, à s'arrimer, s'amarrer aux cellules humaines pour rentrer. Donc, vous voyez, la protéine S, c'est sa séquence ici à droite. On a séquencé, les chercheurs ont séquencé dès janvier 2020 le génome de ce satané virus et on a trouvé la séquence de la protéine S. Vous voyez, c'est un enchaînement de 4 lettres, de 20 lettres, donc qui va donc constituer cette protéine. Il y a 1261 lettres, comme s'il y avait 1261 Lego constituant cette protéine.
Donc, l'idée va être de faire un vaccin, comme je vous l'ai expliqué, contre cette protéine S, puisqu'on se dit que les anticorps collés à la protéine S vont empêcher le virus de rentrer dans nos cellules. Et comment peut-on faire un vaccin une fois qu'on a cette hypothèse mise en place? Bien, des vaccins, vous savez peut-être, on pourrait trouver 3 générations de vaccins. La première génération de vaccins, c'est celle de Pasteur, de Jenner. On prend le virus sauvage, le virus naturel, et on va le cultiver à grande échelle et on va chercher à l'inactiver avant de l'inoculer à l'individu à vacciner. C'est la première génération de vaccins et ces vaccins sont par exemple les vaccins contre le virus de la grippe. Deuxième génération, un peu plus sophistiquée, où là les chercheurs se sont dit que ça serait quand même mieux d'avoir des choses un peu plus élaborées, un peu mieux définies. Et donc là, on va utiliser une protéine, une seule protéine qu'on va mettre avec un adjuvant pour immuniser l'individu. Et dans notre exemple, vous l'avez compris, ça serait par exemple la protéine S du virus SARS-CoV-2. Donc là, c'est par exemple, deuxième génération de vaccins, eh bien des vaccins contre l'hépatite B, par exemple. Et puis, troisième génération, c'est l'idée de se dire pourquoi ne pas faire produire l'antigène, en l'occurrence ici la protéine S, directement par l'individu à vacciner. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore chez l'homme, jusqu'il y a quelques mois, puisque maintenant ça existe, avec ces 2 vaccins, Pfizer et Moderna, qui vont utiliser cette stratégie de faire exprimer par nos cellules l'antigène contre lequel on veut une réaction immunitaire. Alors, vous allez me dire pourquoi première génération, deuxième génération, troisième génération, qu'est-ce qui distingue un petit peu tout ça? Donc, première génération, c'est utilise des méthodes conventionnelles, c'est quand même pas trop compliqué à produire, on va avoir une réaction anticorps. Le problème de cette stratégie des virus inactivés, c'est qu'il faut bien maîtriser l'inactivation. Vous l'avez compris, il n'est pas question d'injecter des virus sauvages à l'individu, donc il faut s'assurer que tous les virus soient inactivés. Et donc ça, c'est un premier paramètre qu'il faut vraiment contrôler. Le deuxième inconvénient de cette stratégie, c'est que vous allez chercher à inactiver le virus, mais il est quand même, il ne faut pas trop lui taper dessus, parce que si vous lui tapez dessus de façon trop forte, vous allez un peu tout casser à l'intérieur. Et en fait, la protéine S, par exemple, contre laquelle vous voulez monter une réaction immunitaire, si la protéine S, dans l'environnement du virus, elle ressemble à une laguna et qu'après inactivation, ça ressemble à une Twingo, eh bien, vous allez faire des anticorps contre la Twingo. Et lorsque vous allez rencontrer le virus en faisant vos courses, et que vous allez rencontrer la laguna, eh bien, vos anticorps qui reconnaissent la Twingo ne vont pas être très efficaces contre la laguna. Donc, ça a certaines limites. Deuxième génération de vaccins, hépatite B, on prend une protéine, la protéine S. Ça ne marche pas trop mal, mais là, c'est un peu compliqué à produire, c'est un peu sophistiqué. Et là aussi, il va falloir s'assurer que la protéine S ait la bonne conformation. Là encore, si on reprend notre image de Twingo et de Laguna, il n'est pas question qu'après la purification de la protéine S, on se retrouve avec une Twingo qui ferait qu'on ferait des anticorps contre la Twingo et non pas contre la Laguna. Troisième génération, eh ben, on va laisser l'individu se débrouiller tout seul comme un grand. On va lui donner une information génétique avec un morceau d'ADN ou un morceau d'ARN et c'est les cellules dans le muscle qui vont se débrouiller toutes seules à produire la protéine S. Et donc là, comme c'est des cellules qui ont l'habitude de produire des protéines complexes, elles vont être tout à fait capables de produire la protéine S du virus sous la bonne conformation et donc directement la laguna. Alors, ici est représenté donc, ce qui est à la manœuvre pour des vaccins contre le SARS-CoV-2, première génération, virus inactivé. Troisième génération, on va utiliser soit un virus pour transporter une molécule d'ADN qui va exprimer la protéine S chez l'individu, ou la deuxième génération, des protéines recombinantes, des protéines que l'on produit dans une usine. Troisième génération aussi ici, un vecteur synthétique avec de l'ADN ou de l'ARN messager, et on va revoir un petit peu tout ça. Donc, première génération, les virus inactivés. Donc là, stratégie traditionnelle,
vieille de 150 ans, on utilise le virus qu'on produit à grande échelle, on l'inactive avant de l'inoculer à l'individu. Aujourd'hui, il y a plusieurs stratégies, essentiellement en Chine et en Inde, avec Sinovac, Sinopharm, qui ont fait des phases 3, qui ont été achevées. Il y a eu des autorisations qui ont été délivrées en Chine pour Sinovac, Sinopharm dans les Émirats arabes unis. Alors, vous voyez que, par exemple, Sinovac et Sinopharm, il y a eu des essais d'efficacité qui ont été publiés dans des instituts brésiliens, par exemple, avec la première stratégie Sinovac en Chine, et avec une efficacité de 50%. Donc, on n'a pas forcément une grosse efficacité, une efficacité modérée aux alentours de 50% sur cette stratégie de virus inactivé. Donc, il y a une société nantaise qui essaye de faire ça aussi, donc d'inactiver le virus et de rajouter un adjuvant à partir de sels d'aluminium. Et ils sont en phase 1, 2, et donc on ne connaît pas les résultats, mais au vu de ce qui a déjà été fait avec ces sociétés chinoises qui utilisent la même stratégie, une efficacité, somme toute, relativement modérée. Ça ne présage pas de ce que Valneva va obtenir, mais c'est une stratégie pour les résultats qu'on obtient qui n'est pas à la hauteur des vaccins ARN messagers, comme vous avez dû en entendre parler dans la presse. Deuxième génération de vaccins, les protéines recombinantes, vaccins type hépatite B. Donc là, schématiquement, on va prendre des protéines, et donc la protéine S du coronavirus, hein, vous vous souvenez, c'est la protéine par laquelle le virus va s'accrocher à nos cellules au niveau des poumons, et on se dit qu'en faisant des anticorps contre cette protéine, ça va permettre de bloquer le virus. Donc là, il n'y a pas non plus énormément d'acteurs positionnés sur cette stratégie. Un acteur français, Sanofi Pasteur, dont vous avez entendu qu'il a eu quelques déconvenues. Ils sont toujours en phase 1 et 2, parce qu'en fait, c'est vrai que produire la protéine, ce n'est pas facile. Et donc, ils rencontrent quelques difficultés sur ce point de vue-là. Novavax, une société américaine, eux, ils sont proches de la phase 3 terminée. Ils ont publié des résultats par via de communiqué de presse, une bonne efficacité sur le virus initial de 2020, mais par contre des efficacités plus faibles sur le variant anglais et le variant sud-africain. Là aussi, avec ces vaccins, il faut mettre un adjuvant, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes d'acceptation par les populations, l'adjuvant étant un mot qui n'est pas forcément toujours bien perçu par nos concitoyens. Troisième génération de vaccins, et donc là c'est peut-être ça où vous voulez avoir plus d'informations, donc c'est les vaccins à acide nucléique, les vaccins à ADN ou ARN. Alors, prenons ici le cas de la troisième génération de vaccins, mais il faut un transporteur. Parce qu'en fait, vous savez bien que lorsque vous mangez de la salade ou des carottes crues, eh bien, ce n'est pas pour autant que l'ARN messager contenu dans les cellules de carottes ou l'ARN messager contenu dans les cellules de salade rentre dans vos cellules épithéliales intestinales. Donc, on est doué d'un certain nombre de défenses qui fait que des molécules d'ADN ou des molécules d'ARN ne rentrent pas comme ça dans nos cellules. Par contre, vous l'avez compris, les virus, ça sait très bien acheminer dans nos cellules des molécules d'ADN ou d'ARN messager. Donc, ici, les chercheurs se sont dit, bah, tiens, pourquoi pas utiliser, entre guillemets, un bon virus qu'on utiliserait pour ses capacités de transport pour lui faire acheminer dans nos cellules une molécule d'ADN qui va coder la protéine S du coronavirus. Donc ça, c'est ce qui est actuellement utilisé, et je vous montre ici sur cette petite diapositive le cycle de vie d'un virus naturel. À gauche, le virus naturel, bien sûr, son objectif, c'est de mettre la cellule à son service pour produire de nouvelles particules virales, mais par contre, le virus qui va être utilisé pour la vaccination, c'est à droite, et en fait, ce virus ne va pas se multiplier dans nos cellules, mais simplement exprimer la petite protéine que vous voyez verte. Donc l'ADN va aller dans le noyau. Dans le noyau, il y a l'ADN.
qui va être exprimé en ARN messager qui va tomber dans le cytoplasme pour exprimer les protéines ici symbolisées en vert. Alors peut-être je ne connais pas trop effectivement vos compétences en termes de biologie. Je ne sais pas si vous êtes allé à l'école récemment ou si ça date un peu. Donc simplement peut-être à l'occasion de cette diapositive, un petit rappel. Vous voyez en fait sur le bas de la diapositive, c'est le noyau. Dans le noyau de nos cellules, il y a l'ADN, c'est les plans de tout ce qui doit être fabriqué. Ensuite, dans le cytoplasme, il va y avoir l'ARN messager, qui est en fait le maître d'œuvre qui va permettre de gouverner la réalisation, la production pratique des protéines symbolisées en vert. Et les protéines, c'est ce qui assure le fonctionnement de l'organisme. Pour en citer quelques-unes, la suline, l'érythropoïétine, des facteurs de coagulation, des facteurs de croissance. Donc tout ça, ce sont des protéines. Donc il y a l'ADN, il y a l'ARN messager et il y a les protéines. Donc là, on va utiliser un virus qui va transporter une molécule d'ADN, qui va aller jusque dans le noyau pour exprimer un ARN qui va aller dans le cytoplasme pour produire la protéine spike. Alors, l'adénovirus, c'est le virus qui est utilisé chez AstraZeneca. L'adénovirus est un virus commun, c'est un virus que l'on connaît bien. 80% de la population a déjà été infectée par des adénovirus, ça donne des rhumes, des choses comme ça. Et donc, les chercheurs ont pensé utiliser l'adénovirus pour transporter les molécules d'ADN codant la protéine spike de notre coronavirus. Donc, il existe un seul vaccin qui utilise cette stratégie-là, c'est un vaccin contre le virus Ebola. Et donc, c'est un vaccin qui est distribué par la firme Johnson & Johnson, donc qui se fait en 2 injections. Donc, quels sont les acteurs en présence avec les adénovirus pour faire des vaccins contre le Covid-19? Donc, AstraZeneca, qui est autorisé en France depuis le week-end dernier. Donc, il y a 2 injections, à J0 et J21. Il y a 90% d'efficacité qui avait été reportée dans une phase 3. Donc, c'est relativement bien efficace. CanSino, ça, c'est des Russes. Une injection intramusculaire, un adénovirus basé sur le même principe. Ah non, pardon, CanSino, c'est des Chinois. Gamaleya, c'est Sputnik 5, des Russes. Et Janssen, donc des Américains. Mais tout ça, tu utilises la même chose. C'est un adénovirus qui va transporter l'ADN codant la protéine S du coronavirus. Alors, peut-être voilà, quelques effets secondaires. Le virus, bien sûr, on va utiliser un virus, même si c'est un bon virus, malgré tout, ça reste un virus. Et l'organisme va le voir comme un virus. Et l'organisme va monter une réaction immunitaire, non seulement contre la protéine S du coronavirus, mais aussi du vecteur que l'on utilise. Donc, le système immunitaire va être excessivement stimulé sur le front du vecteur et sur le front de la protéine S du coronavirus. Donc, ce qui nous amène à la 3e génération de vaccins, donc toujours la protéine exprimée par le patient lui-même, mais là, pour le coup, avec des vecteurs synthétiques. Donc, moi, je travaille dans ce domaine-là depuis 25 ans. On a participé à cette aventure pour synthétiser des systèmes de transport et de faire en sorte que les systèmes de vaccins ADN ou ARN soient plus efficaces. Et donc là, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est le Canada Dry du vecteur viral. C'est-à-dire que ça ressemble à un virus, mais ça n'en est pas. Donc là, c'est des choses qui vont être faites entièrement par chimie. Et donc, on va prendre l'ADN qui code la protéine S, on va mettre ça dans un plasmide, on va injecter ça dans le muscle, ça va aller dans le noyau, ça va exprimer l'ARN messager, ça va exprimer la protéine et on va avoir des anticorps. Donc, avec l'ADN, on va utiliser des procédés physiques d'administration, soit des champs électriques, soit des systèmes d'injection sous pression pour avoir l'ADN qui rentre dans les cellules musculaires. Il y a 4 vaccins qui utilisent ce principe d'ADN vectorisé avec des aspects synthétiques. Donc, le saumon, les chevaux, les chiens et les poulets pour certaines pathologies infectieuses. Et il y a un produit chez l'homme qui utilise aussi de l'ADN pour faire exprimer des facteurs angiogéniques dans le cas d'ischémie périphérique chez des gens, par exemple, diabétiques. Donc, c'est des choses qui sont connues chez les animaux en termes de vaccins et chez l'homme pour un produit thérapeutique. Donc, l'ADN est utilisé dans des programmes de vaccination contre le coronavirus.
Inovio, une compagnie américaine, Zidus en Inde, Anges au Japon, Genexine en Corée et nous, l'INSERM, ici à Nantes, on a fait un vaccin à ADN avec un système de transport synthétique dans nos taxis contre le SARS-CoV-2 qui protège très bien les animaux contre des challenges infectieux. L'ARN messager, donc c'est toujours donc, un acide nucléique qui va être transporté par un système chimique. Donc vous voyez en bas à droite, eh bien c'est des molécules un peu complexes. C'est des molécules lipidiques parce qu'on va devoir traverser la membrane de nos cellules et les membranes de nos cellules, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, c'est constitué de lipides. Et donc, on va utiliser un lipide comme système de transport pour faire une espèce de passe-muraille traversant la membrane de nos cellules. Donc, on va utiliser un ARN messager qui va être produit par fermentation dans des fermenteurs et par transcription in vitro par voie enzymatique. Et on va faire une espèce d'objet, comme vous voyez en bas à droite, avec des cheveux qui sont les chaînes de polyéthylène glycol, avec un cœur d'ARN messager condensé à l'intérieur de l'objet. Et c'est cet objet qu'on va injecter dans le muscle. Alors, vous voyez, c'est une petite souris. Eh bien, en fait, les particules vont se distribuer dans le muscle et on va retrouver aussi de l'ARN messager au niveau des ganglions, ce qui est très important pour la mise en place de la réaction immunitaire. Et vous voyez ici sur un gros animal, un primate, après une injection intramusculaire. Donc, c'est des expériences qu'on a eu l'occasion de réaliser dans le cadre d'un projet qu'on avait commencé en 2011, il y a une dizaine d'années, avec des vaccins à ARN messager. Vous voyez, on injecte dans le muscle, et puis on a l'ARN messager qui transverse toute la chaîne ganglionnaire au niveau des ganglions inguinaux, iliaques et para-aortiques. Donc, très important pour la mise en place de la réaction immunitaire. Donc, il y a différentes entreprises qui utilisent cette stratégie-là. Donc, Moderna, BioNTech, CureVac, donc les deux vaccins de Moderna et de BioNTech sont autorisés. 100 microgrammes d'ARN pour le premier, 30 microgrammes d'ARN pour le deuxième, avec des systèmes lipidiques donc des systèmes lipidiques pour traverser la membrane des cellules, pour conduire à l'ARN messager à l'intérieur de la cellule, pour exprimer la protéine S, qui va ensuite être prise en charge par le système immunitaire pour faire des anticorps. Donc, efficacité redoutable, comme vous le savez, après 2 injections, 95% d'efficacité dans les essais de phase 3, incluant 40 000 personnes, hein, c'était quand même pas rien, à la fois pour Moderna et BioNTech, 95%. Ces chiffres n'ont pas été démentis par tous les essais, qui ne sont plus des essais cliniques, mais où on vaccine les populations donc en conditions réelles, et notamment en Israël. Ces chiffres ont été confirmés. Donc, c'est véritablement un miracle scientifique, cette technologie d'ARN messager vectorisé avec des systèmes lipidiques. Donc, stratégie qui était en cours de maturation depuis une vingtaine d'années, bon, qui végétait aussi un peu, disons-nous simplement, mais qui végétait non pas par manque d'efficacité, mais par manque de confiance un peu. C'est vrai que le domaine de la vaccination, c'est un domaine assez conservateur. Et ici, c'est un peu une révolution parce qu'on utilise des molécules d'ARN messager qu'on n'avait jamais utilisées chez l'homme avant. Donc, c'est vrai que cette pandémie liée au coronavirus a fait naître des opportunités, et notamment des opportunités pour cette nouvelle classe de vaccins. Donc, pour conclure, eh bien, vous allez voir sur cette slide qu'on a une prédominance des vaccins de 3e génération. Hein, la première génération Sinovac, autorisée en Chine et aux Émirats arabes unis, donc avec des résultats malgré tout assez mitigés, sur 50, 70%, 60% dans des études reportées au Brésil. Donc, vous voyez qui est sous-représentée, donc la stratégie Pasteur. Par contre, 3e génération qui est hyper représentée, avec l'adénovirus Chine, avec des autorisations en Chine, l'adénovirus russe avec des autorisations, et ce n'est pas forcément toujours à jour, Russie et beaucoup de pays en Amérique du Sud et en Afrique. Le AstraZeneca, comme vous le savez, autorisé en Angleterre et dans plein d'autres pays également en France.
Et puis BioNTech et Moderna, très représentés également, avec des autorisations de mise sur le marché dans énormément de pays, avec un recul maintenant qui prouve vraiment son efficacité de protection au moins de 95%. Donc, il y avait eu un système de précommande en Europe, AstraZeneca, 300 millions de doses. Sanofi, malheureusement, le vaccin n'est pas disponible. Janssen, les autorités réglementaires sont actuellement sur le dossier. BioNTech, qui est effectivement utilisé. CureVac, qui n'est pas encore prêt. Et Moderna, qui est utilisé avec l'Europe, qui a repassé 300 millions de doses en commande hier. Publié dans Ouest France il y a un mois, donc les pays qui ont le plus vacciné, la Chine, les États-Unis, l'Israël, Royaume-Uni, Émirats arabes unis, Russie, Italie, Allemagne, Canada, Espagne, Pologne, Danemark, Argentine, Roumanie, Arabie Saoudite et la France. Je crois que maintenant, on est à peu près à 4 ou 5% de la population française vaccinée. Donc voilà, moi j'en ai terminé pour la présentation. Donc, si jamais vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Peut-être je vais couper mon diaporama. Moi, merci Bruno Pitard pour cet exposé assez clair sur les différentes variétés de vaccins. Moi, j'ai une question un peu technique. Comment ou par quels moyens ensuite on passe du labo de recherche à la production industrielle? Comment ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Voilà, c'est parce que pour vacciner tout le monde, il faut pas mal de doses. C'est un peu le souci actuellement, où ça l'a été au début. Maintenant, comment on fait? Simplement, comment ça se déroule? Donc pour les vaccins ARN messager, donc le système de transport, c'est un système de transport lipidique. Donc il y a 4 lipides qui sont mélangés pour former un objet qui va transporter l'ARN messager dans la cellule. Donc ça, c'est fait entièrement par synthèse chimique. Donc ce n'est absolument pas bio. Donc c'est des grosses usines avec des cheminées, avec des gros systèmes de production. Donc ça, on n'est pas du tout limité par la production de ce genre de système, même si les synthèses sont un peu complexes. Donc, mais ça utilise les méthodes traditionnelles de la chimie médicinale. Pour l'ARN messager, on fait d'abord une étape de fermentation. On fait de la fermentation dans des fermenteurs avec des bactéries, comme si on faisait un peu du vin ou de la bière. Et dans les bactéries, il va y avoir l'ADN. Et ensuite, on va récupérer cet ADN qui a été produit par fermentation et on va utiliser cet ADN comme une matrice pour produire l'ARN messager avec des enzymes. Alors, ce n'est pas des enzymes glutones comme dans les lessives, c'est des enzymes qui vont servir à partir de l'ADN pour produire de l'ARN. Donc, tout ça se passe dans des usines et on ne va pas va pas avoir besoin de cellules humaines comme pour produire un adénovirus, parce que vous savez qu'un adénovirus, ça reste un virus. Et donc, pour produire un virus, comme vous le savez, un virus, c'est bête comme chou, ça ne sait faire que d'utiliser les capacités d'une cellule pour se reproduire. Donc, il faut utiliser des cellules humaines. Et donc là, avec les vaccins à ADN ou ARN messager, on ne va pas utiliser de cellules humaines pour produire les doses de vaccin. Donc, c'est pour ça que ça va beaucoup plus vite. Monsieur Pitard, merci beaucoup de cette présentation très pédagogique et très humaine. J'ai l'impression d'être devenu intelligent en vous écoutant. Bon, voilà. Alors, j'ai simplement une petite question. Vous avez fait état de votre parcours, voilà, de votre démarche au cours de nombreuses années. Comment vous expliquez que dans un espace de temps très court, on ait trouvé des solutions qu'on n'avait pas forcément trouvées avant? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, ou d'un seul presque, on est arrivé à des solutions qui semblent fiables? Je suis membre du comité expert de l'Agence régionale de santé sur la vaccination, donc ça m'intéresse énormément. Je partage complètement les orientations qui sont prises. Voilà, ma question c'est ça. Pourquoi on a réussi en
pratiquement 1 an, ce qu'on n'avait pas fait avant? Oui, bah c'est une très bonne question. Après, il y a eu quand même ici un environnement favorable. Parce que vous avez raison de poser la question, parce qu'on pourrait se dire, mais si cette technologie ARN messager est si puissante et si efficace, pourquoi ne l'a-t-on pas utilisée pour faire des vaccins contre le sida, ou contre la dengue, ou contre le chikungunya, ou contre plein d'autres infections virales. Bon. Alors ici, ce qui se passe, c'est on a quand même eu un cas favorable, parce que le satané coronavirus, avec sa protéine S, présent à la surface, c'est une protéine qui est très immunogène. Et on avait déjà eu, il y a 20 ans, des épisodes d'infection avec un coronavirus, le SARS-CoV-1 en 2001. Et les chercheurs s'étaient déjà penchés sur la question et avaient trouvé avec des vaccins à ADN que l'on pouvait transporter le gène codant la protéine S du SARS-CoV-1 il y a 20 ans et qu'en faisant ça, on était capable d'induire chez un individu, chez l'homme, des anticorps contre cette protéine S. Et donc, en fait, si vous voulez, qu'on a séquencé le génome du coronavirus version 2 en 2020, eh bien, on s'est aperçu que la protéine S entre le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2, elle était très proche. Il y a quelques acides aminés qui différaient. Donc, on s'est dit, utilisons notre expérience acquise il y a 20 ans, eh bien, reprenons la protéine S. On savait qu'elle était immunogène il y a 20 ans. Il y a fort à parier que celle-ci, dans le SARS-CoV-2, soit aussi immunogène. Et donc, on a un trio qui est très efficace. Les systèmes lipidiques, on y travaillait depuis 25 ans. Les ARN messagers ont fait énormément de progrès. Et puis la protéine S, qui est un très bon antigène. Donc, en fait, on a eu un espèce de mariage à trois qui a très bien pris pour avoir ce miracle scientifique. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, les journalistes veulent nous présenter ça comme la solution et dès demain, on aura les vaccins contre tous les virus de la planète. Non, on n'aura pas forcément toujours. Quel est l'antigène? Contre le virus du sida, c'est quoi l'antigène? Il faut vacciner contre quoi? Quelle protéine il faut prendre? Il y a plein d'interrogations. Donc aujourd'hui, on a un trio qui fonctionne bien sur le coronavirus, mais il faudra continuer à travailler sur la définition de l'antigène pour utiliser cette stratégie contre d'autres infections virales. Une des difficultés avec ces nouveaux vaccins, c'est cette question de stockage à des températures très très basses. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'il faut descendre dans ces températures-là? Je suppose parce qu'il y a probablement une désagrégation de la formule quelque part, mais est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est nécessaire d'avoir cette logistique très particulière? Donc effectivement, dans mon laboratoire, là, juste derrière la porte, à 2 pas d'ici, on a des ARN messagers que l'on conserve effectivement dans des congélateurs à moins 80. Parce qu'en fait, l'ARN messager est une molécule malgré tout assez sensible. Vous voyez, on retrouve de l'ADN sur des dinosaures. On a retrouvé de l'ADN là, aujourd'hui ou hier, sur je ne sais plus trop quoi d'ailleurs. Bref, des momies ou je ne sais plus. Des dents de mammouth, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Donc, vous voyez, des choses qui ont des centaines de milliers d'années, l'ADN est encore présent. Parce que l'ADN, c'est une molécule qui est relativement stable. L'ARN messager, c'est une molécule qui est assez fugace. Vous voyez, l'ADN, il est dans le noyau. Effectivement, c'est une molécule stable parce que nos noyaux qui contiennent l'ADN, c'est un peu les plans de fabrication de notre organisme. Donc ça doit être très stable. Par contre, l'ARN messager, le plan pour produire telle ou telle cloison, tel ou tel parpaing, tel ou tel évier, tel ou tel robinet, une fois que le robinet ou le parpaing ou l'évier ou la voiture a été construite, vous n'avez plus besoin du plan. Donc en fait, l'ARN messager, c'est en général assez fugace. Mais malgré tout, nous, on est capable de faire des formulations, y compris de l'ARN messager, qui sont stables à des températures beaucoup plus importantes que ça, à température ambiante. Je pense que là, les groupes industriels ont voulu aller très vite pour faire des essais cliniques dès le mois de mars 2020. Ils sont partis sur des formulations liquides
stable à moins 70 degrés, mais ils travaillent sur d'autres types de formulations, et notamment lyophilisés, qui seront stables à des températures type 4 degrés ou température ambiante. Alors, j'ai deux questions qui sont arrivées dans le chat. La première, c'est qu'est-ce qui explique que certains laboratoires ont des délais plus longs à la fabrication vaccinale? Et la deuxième, c'est comment se comporte le vaccin de troisième génération sur les variants? Ça se présente bien pour les variants. Il y a des études où on a pris des sérums d'individus qui ont été vaccinés avec le BioNTech et le Moderna, et les sérums de ces individus contiennent des anticorps contre la protéine S du virus initial, et ça a été incubé avec les nouveaux virus, les variants anglais ou d'Afrique du Sud ou brésiliens, et il y a une bonne neutralisation de ce virus, y compris des variants. Alors, ce qui est bien, ce qu'on n'a peut-être pas mentionné non plus, c'est qu'avec ces vaccins de troisième génération, il n'y a pas que des anticorps. Il y a aussi des lymphocytes T spécifiques du virus. Vous savez que notre système immunitaire, il y a deux côtés. Il y a des anticorps, et il y a donc des anticorps, des petits fantassins, et il y a des lymphocytes, des cellules, des blindés, des chars Leclerc. Donc il y a deux parties au système immunitaire. Alors c'est vrai que les vaccins de première génération type virus inactivé, ça fait surtout des anticorps. Ça ne fait pas de lymphocytes T spécifiques. Donc c'est pour ça que les vaccins type virus inactivé ne sont peut-être pas aussi efficaces que les vaccins à ARN messager. Parce que les vaccins à ARN messager, vous allez avoir les fantassins, les anticorps et les chars Leclerc capables de détruire les cellules infectées. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a une bonne tenue de ces vaccins contre les variants, mais les variants vont finir par prendre le pas. Les variants vont finir par prendre le pas, et il y aura, au bout d'un certain temps, il y aura un échappement vaccinal, et il faudra refaire des ARN messagers qui contiennent la protéine S des autres variants. Et les entreprises dont on a parlé, BioNTech et Moderna, sont déjà en train de reproduire des ARN messagers dans la protéine S des virus variants. Mais ce qui est génial avec ces ARN messagers, c'est qu'on a mis tout en place. La production, la synthèse du système de transport, les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de production, les flaconnages. Donc, tout est en place. Donc, il suffit simplement d'adapter. Et comme c'est une technologie qui est très versatile, il suffit juste de changer quelques lettres dans l'ARN messager pour avoir de nouveau un vaccin efficace. Et c'est là où cette technologie-là, ça sera très supérieure par rapport à la stratégie des virus inactivés ou même des protéines recombinantes. Vous voyez la difficulté de Sanofi pour produire la protéine S du virus initial de 2020. Si maintenant il faut leur demander de faire la protéine S des variants, bah, ils vont reprendre énormément de temps. Alors qu'avec l'ARN messager, ça va être prêt dans 6 semaines. J'ai une autre question dans le chat. Alors, je vous la livre brute, totalement. Est-il possible d'avoir une explication de l'incidence de ce type d'antivirus ARN messager sur l'ADN de chaque individu? Modifie-t-il l'ADN humain, car il semble que ce soit le frein de nombre de patients à ce type de vaccination? Donc déjà, c'est vrai que c'est assez marrant cette polémique, parce que l'ARN messager, comme on l'a expliqué, ça reste dans le cytoplasme. Et c'est vrai que dès l'arrivée des vaccins ARN messagers, il y a eu cette polémique tout de suite. Est-ce que l'ARN messager va modifier le génome de nos cellules? Alors que l'ADN, l'adénovirus, transporte une molécule d'ADN. Et je suis très surpris que les journalistes ne se sont pas emparés du fait que l'adénovirus transporte une molécule d'ADN qui doit aller dans le noyau et qui potentiellement peut modifier notre génome. Alors que l'ARN messager, lui, s'arrête dans le cytoplasme et en tout cas ne va pas dans le noyau. Donc, vous voyez, je pense que si vous voulez, ce qui se passe ici, c'est que l'adénovirus, c'est un virus. C'est quelque chose qui existe dans la nature. Donc, même si ça transporte de l'ADN et que l'ADN aille dans le noyau, nos concitoyens se disent, bah oui, mais un virus, ça existe naturellement. Je pense qu'ici, les gens font plutôt allusion au fait que le vaccin ARN avec le système de transport lipidique, ben en fait, ça, c'est façonné par la main de l'homme. Ça a été fait par un humain.
Et quelque part, ça, ce n'est pas naturel. Et en fait, on s'inquiète toujours des choses qui ne sont pas forcément naturelles. Mais pour autant, l'ARN messager qui est utilisé dans les vaccins ARN va s'arrêter dans le cytoplasme et ne va pas aller dans le noyau. J'ai une question, mais qui est assez mal formulée sur le chat de Michel Gélard, mais s'il peut ouvrir son micro et poser sa question. Oui, oui, parce que je me suis trompé de ligne. La question, c'était de savoir ce que devenait cet ARN messager une fois qu'il avait délivré, au fond, si je puis dire, son message. Ouais. Il est dans le cytoplasme, mais après, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient? Il va disparaître en quelques heures. Il disparaît comment? La protéine va être produite pendant quelques jours, 2 à 3 jours. L'ARN messager va disparaître. Disparaître par quel mécanisme? Il va disparaître du cytoplasme en quelques heures. Et par quel mécanisme il disparaît? Par quel mécanisme? En fait, il y a des enzymes. Il y a des enzymes dans le cytoplasme, il y a des exonucléases qui vont ensuite finir par dégrader l'ARN messager. Il n'y a pas une production continuelle des ARN messagers dans les cellules. Oui, je veux bien poser une question. On a maintenant, je veux dire, un petit peu de recul par rapport aux campagnes de vaccination, puisque ça fait pratiquement plus de 2 mois que les premières campagnes ont été menées, notamment, et vous l'avez rappelé, particulièrement aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Israël. Alors, ma question, c'est d'une part, est-ce qu'il y a des effets secondaires qu'on n'avait pas identifiés quand on a fait la phase 3 de ces vaccins ARN? Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'informations sur l'expérience israélienne, puisque là, on est à quasiment 40 à 50% de la population maintenant vaccinée, et est-ce qu'on sait mesurer les effets de ces campagnes à grande échelle? L'efficacité n'est pas démentie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle est au-delà de 90%, et sachant que les essais de phase 3 avaient inclus 40 000 personnes, 20 000 placebos, 20 000 vaccinés. Donc l'efficacité n'est pas démentie. Ce qui a été bien, c'est que ça a permis de raffiner un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en France, il y a eu un débat en se disant on n'a pas assez de doses, on va faire une seule injection, puis on repoussera la dose de rappel du BioNTech à au-delà de 3 semaines, peut-être 8 semaines. Bon, il y a eu des débats comme ça. Et du fait des Israéliens qui ont vacciné énormément de personnes, en fait, ils ont conclu que la première injection conférait une protection de 50%, 52%. Et donc, en fait, il faut vraiment la deuxième injection pour monter à 95%. Donc, vous voyez, l'intérêt, par exemple, de ces vaccinations à grande échelle permet de raffiner les résultats. Et par exemple, eh bien ici, le gouvernement français s'est tout de suite ravisé et en fait se tiennent au protocole préconisé par les fabricants. Donc 3 semaines de boost pour le Pfizer et 4 semaines pour le Moderna. En termes d'effets secondaires, je n'ai pas entendu plus parler de choses que ce qui avait déjà été reporté dans les essais cliniques, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement bien toléré. Vous avez vu, on a commencé la vaccination avec le BioNTech Pfizer depuis peut-être un mois ou 1 mois et demi en France. Personnellement, on n'entend rien. Par contre, le AstraZeneca qui a été commencé dimanche ou samedi dans les hôpitaux, on a tout de suite entendu des choses. Là, il y a des hôpitaux qui ont arrêté. Il y a eu des levées de boucliers avec des toxicités, des choses mal tolérées, où on propose une prémédication avec du paracétamol avant de se faire injecter. Vous voyez, le AstraZeneca, qui est un virus naturel, eh bien, il est beaucoup plus inflammatoire, beaucoup plus immunogène, et donc on a tout de suite entendu des choses. Je pense que c'est bon signe qu'on n'entende rien sur le Pfizer et le Moderna, ça veut dire que ça se passe bien. Vous avez évoqué très rapidement le nom de la société Valneva. Bon, je rappelle que cette société a un siège social à Saint-Herblain, donc c'est un peu un bébé nantais. Où est-ce qu'en est actuellement le process de développement de ce vaccin, si je ne me trompe pas, en grande partie aidé, subventionné, accompagné par les Britanniques? Ils utilisent la première génération de vaccins, donc virus inactivé, donc ils cultivent le coronavirus à grande échelle, qui vont ensuite inactiver pour le rendre inoffensif, bien sûr. Il n'est pas question d'injecter des virus naturels,
Donc, il faut s'assurer de l'inactivation complète de tous les virus. Ensuite, ils vont rajouter un adjuvant, qui est l'hydroxyde d'aluminium, qui a été incriminé dans certaines pathologies, myofasciite à macrophages. Donc, ils en sont sur cette première génération avec un adjuvant. Ils ont commencé une phase 1-2 en décembre sur 150 personnes, donc qui vise à s'assurer de l'innocuité du vaccin, parce que bien sûr, ils n'en sont pas encore à l'efficacité, ils en sont à l'innocuité. Est-ce que le vaccin va être bien toléré dans ces 150 personnes, avec les adjuvants, avec le virus inactivé? Donc, ils en sont là à peu près. Et donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est essentiellement des Chinois qui ont utilisé cette stratégie de virus inactivé avec des efficacités reportées aux alentours de 50-60% par des instituts brésiliens. Donc, auront-ils 50% d'efficacité? Auront-ils 60%? Auront-ils 90%? Pour l'instant, on ne le sait pas. Ils sont dans la première phase qui permet de s'assurer que leur vaccin ne soit pas toxique une fois qu'il est injecté à un individu. Donc, le chemin pour eux est encore long à parcourir. J'ai une autre question dans le chat qui concerne l'histoire de une dose ou deux doses. Pourquoi serait-ce suffisant de n'injecter qu'une seule dose pour les anciens malades de la Covid? Avez-vous une position là-dessus? Oui, ça c'est en fait l'infection naturelle va faire comme si c'était la première injection du vaccin. Et donc, on va espacer de 3 minimum à 6 mois. Et à 6 mois, on peut donner une seule injection qui va à ce moment-là jouer le rôle de rappel. Si vous voulez, la première infection va primer le système immunitaire, va le conditionner à répondre contre le coronavirus. Et le rappel va stimuler la réponse immunitaire. Il faut savoir que, par exemple, entre la première et la deuxième injection du BioNTech ou Moderna, on a à peu près une augmentation des titres en anticorps d'un facteur 5 à 10. Donc, vous voyez, ça augmente terriblement après la deuxième injection. Donc oui, c'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé de vacciner au bout de 3 à 6 mois avec une seule injection ceux qui ont déjà eu une infection naturelle. J'ai une autre question. Et quelles sont les informations scientifiques sur les durées d'immunisation? Ouais, donc là, on avait un recul, pour l'instant, on doit avoir un recul de 3 à 4 mois avec le Moderna et le Pfizer. Parce qu'en fait, les gens qui étaient en phase 3, ils sont toujours là, ils ne sont pas partis dans la nature, donc on les suit tout le temps. Et puis, moi, j'avais une question. Tu semblais très positif sur les capacités de production. Et quid, en fait, des capacités, notamment françaises, de production? Et qu'est-ce que ça pose aussi en tant que, alors là, avec un peu la casquette industrielle et start-upper, en matière de propriété intellectuelle et autres? J'imagine, par exemple, Sanofi produisant un des vaccins de cette troisième génération. Comment ça, je ne comprends pas trop, là. Ouais. Bonsoir, Patrick. Merci. Bonsoir. Merci de ton petit mot. Les capacités de production en France, comme tu le sais, au départ, font un ADN. Donc, il faut produire des ADN GMP. Oui. Donc, aujourd'hui, en France, on n'a pas de capacité de production de plasmides, donc dans des bactéries à grande échelle. Les capacités sont plutôt en Belgique, en Angleterre et aux États-Unis. Donc déjà, premier truc, il faut produire des plasmides à grande échelle en GMP, donc on n'a pas ça en France. C'est bien ce qui me semble. J'avais quelques rappels de ça, et c'était une des difficultés que les biotech françaises avaient justement, c'est sur ces capacités-là, quoi. Ouais, on n'a pas ces capacités de production. Après, la synthèse des lipides, c'est pas fait non plus en France, hein. Il y a beaucoup de lipides qui sont synthétisés en Chine, ouais, aux États-Unis. Donc en France, on a peu de capacité de production de ces nouvelles générations de vaccins. Après, ça, pour la partie propriétaire… Oui, parce qu'il serait possible quand même d'y remédier assez rapidement, cette chose-là. Bah, c'est possible, hein. Il y a des compétences. Moi, quand je travaillais chez Sanofi à Vitry-sur-Seine, on avait des stratégies de thérapie ADN et d'adénovirus. Donc, on avait construit des usines dans la banlieue sud de Paris à Vitry-sur-Seine pour produire des plasmides à grande échelle. Ouais. Il y a les compétences et le savoir-faire. Il y a des compétences et du savoir-faire en France. Après, il faut trouver le marché. Mmh. Là, le marché,
il existe. Et en plus, bon, s'il y a une série de variants qui se remettent en place, comme tu disais tout à l'heure, il y a une capacité d'adaptation avec ces fameux, ce système avec qui est quand même assez révolutionnaire, quand même. Bah oui, nous, on a travaillé, comme tu sais, avec Sanofi et CureVac il y a 10 ans, hein, en 2011. Ces sociétés Moderna n'existaient pas à l'époque. On était là-dessus. Bon, après, il y a eu des choix industriels faits par Sanofi, ce qui fait que le projet s'est arrêté, mais il y avait des compétences pour faire ça. Il faut relancer maintenant la machine en France pour faire de la vaccination ARN. Hein. On sait faire. Oui. On sait faire, mais il faut relancer ça à un niveau industriel. Donc j'ai appris parce que sur Nantes il y avait donc un pool de recherche soutenu par Nantes Métropole avec le laboratoire immunothérapeutique. Donc là, étant nantais, bien entendu, ça nous laisse pas indifférents. Rattaché, j'ai cru comprendre, pour les besoins de la cause et la puissance au laboratoire Servier, d'après ce que j'ai compris. Je ne suis plus loin d'être un spécialiste du domaine, mais par contre, comme ce sont des gens qui travaillaient sur la cancérologie, notamment pulmonaire, et que apparemment le Covid s'attaque aux voies respiratoires en phase finale, il serait en lice pour apparaître donc au calendrier des possibles postulants pour la vaccination. On parle de mars 2021, si vous m'entendez toujours. Et donc, qu'en est-il de ce questionnement et sur quel type de développement de virus sont-ils, ARN, pas ARN, innovation quand même, voilà, parce que je pense que l'ARN, c'est… Ouais, donc dans le paysage nantais, effectivement, donc on a dit Valneva, virus inactivé avec un adjuvant. L'entreprise dont vous parlez, Ose Immunotherapeutics, donc c'est une seconde génération. Ça va être des peptides, des protéines, donc des peptides, des protéines avec un adjuvant qui va devoir être injecté à l'individu. Donc ce n'est pas la troisième génération de vaccins, c'est la deuxième génération de vaccins. Avec un pari qui est pris sur des peptides, la vaccination peptidique, ce n'est pas forcément quelque chose voilà, de très développé. Effectivement, ils veulent bénéficier de leur expertise dans le domaine de la vaccination. Vous avez tout à fait raison de le souligner, des peptides contre le cancer des poumons. Donc, ils veulent utiliser la même stratégie qu'ils utilisent contre un cancer pulmonaire avec des peptides. Tout ça est en essai chez l'homme. Difficile de prévoir l'avenir, difficile de prévoir les taux d'efficacité de cette approche de vaccination. J'ai une question sur les vaccins à ADN, justement, par rapport à la ARN. On en est où? Quand est-ce qu'ils vont sortir? Voilà. Et pour rejoindre la question, pour rassurer peut-être la personne qui a posé la question sur la modification du code génétique, est-ce que là, pour le coup, ces vaccins ADN ont une influence plus importante ou pas du tout? Bah, ce qui est pas mal avec les vaccins acides nucléiques, c'est qu'en fait, les cellules qui vont exprimer l'antigène vont disparaître. C'est comme dans Mission Impossible. Le message va s'autodétruire. En fait, la mise en place de la réaction immunitaire va entraîner la disparition des cellules qui avaient reçu l'ADN ou l'ARN messager. Donc, si vous voulez, c'est aussi une espèce de garde-fou qui fait que les ARN et les ADN vont disparaître de l'individu vacciné par la réponse immunitaire qui est induite. Oui, une question maintenant concernant les synergies entre ce que l'on appelle la recherche académique, dans lequel je place l'INSERM, je place le CNRS, peut-être l'Institut Pasteur, mais encore c'est à voir pour le troisième point. Donc, synergie entre recherche académique et industrielle. Moi, je peux considérer qu'il semblerait quand même que ces synergies aient été quelque peu défaillantes en 2020. Est-ce que vous pensez qu'on peut espérer penser que 2021 et peut-être plus tard, il y aura plus de possibilités de synergie porteuses d'avenir et de résultats dans les prochains mois? Voilà ma question. C'est une très bonne question. Hein. La réponse est difficile. En France, on avait tout
on avait tout pour faire un vaccin nouvelle génération, hein, ADN, ARN. Moi, je travaille dans ce domaine-là. On en a fait un, hein, d'ailleurs. On en a un dans les tiroirs. Après, on n'a pas eu la puissance financière qu'ont eu certains États. Je pense pas qu'il y avait de défaillance particulière. On était en capacité de le faire. On l'a fait, nous, à notre échelle. Après, en France, il y a des capacités intellectuelles sur ce genre de stratégie. On était capable de le faire. On l'a fait nous-mêmes. Après, ce qu'il a manqué en France, c'est des capacités industrielles de monter en échelle. Nous, on l'a fait au niveau de l'INSERM. On a fait un vaccin qui fonctionne très bien. Après, c'est comme pour gagner le Vendée Globe. Pour gagner le Vendée Globe, bon, vous savez, on est dans la région des Pays de la Loire. Bon, même si effectivement Jean Le Cam s'est bien défendu avec son bateau, malgré tout, il avait un budget qui était petit. Alors, eu égard à son budget, il s'est très bien défendu. Mais les premiers qui ont gagné, ils avaient des budgets qui étaient beaucoup plus conséquents. Donc en fait, je pense en France, ce qu'on a perdu, c'est la bataille de l'investissement industriel. On n'a pas perdu la bataille de l'innovation technologique. Nous, on l'avait tout ça. On a participé à cette aventure depuis 25 ans sur la synthèse des lipides, sur l'ARN messager. Dès 2011, on a été les premiers en France et même dans le monde à faire des vaccins ARN. Moderna n'existait pas à l'époque. Après, voilà, tout ce terreau-là existe. Mais après, c'est la transposition industrielle. C'est souvent un peu ce qu'on a l'habitude de dire en France. On n'a pas de pétrole, on a des idées, mais après, on a du mal à développer. On a fait le Minitel. Je pense qu'on est tous de génération où les gens ont connu le Minitel, là, sur les visages que je peux voir sur l'écran. On a fait le Minitel en France, mais on n'a pas fait Google, on n'a pas fait Internet. Et pour autant, on avait été dans ces réseaux-là. Le Minitel, c'était extraordinaire, c'était une invention française. Il y a plein de choses comme ça, les anticorps monoclonaux, qui sont aujourd'hui excessivement utilisés dans le domaine thérapeutique pour soigner les cancers, les allergies checkpoint inhibiteurs. Il y a eu toute une communauté à Marseille dans les années 70-80 sur les anticorps monoclonaux qui étaient pionniers. Et les anticorps monoclonaux qui sont utilisés en France aujourd'hui, ils viennent des États-Unis. Et là, aujourd'hui, l'histoire se répète. Les vaccins viennent des États-Unis, l'histoire bégaye. Oui, je vais revenir sur une question qui vous avait été posée. Vous n'avez pas tout à fait répondu, enfin, ou en tout cas, vous avez répondu à une partie de la question. Ça concerne la durée d'immunité issue du vaccin à ARN. On a parlé surtout de savoir s'il fallait faire les deux injections. Voilà, mais la question était aussi combien de temps dure l'immunité générée par le vaccin? Ouais, donc, au jour d'aujourd'hui, minimum 4 mois. Et puis, on va voir avec les gens, avec les essais en population, on va voir combien ça dure. Mais vous savez, le système immunitaire a une mémoire. Et même si on n'a pas les anticorps ad vitam aeternam, ce n'est pas grave. Il suffit qu'il y ait une mémoire immunitaire. Et quand vous allez être confronté au virus, votre système va se réactiver. Et vous voyez, par exemple, les gens qui ont fait des formes légères du Covid, ils ont des anticorps qui ont disparu en 3 semaines. Donc, vous voyez, la persistance des anticorps n'est pas un gage de protection. Les gens qui ont fait des formes très légères, en 3 semaines, ils n'ont plus d'anticorps. Par contre, les gens qui font des formes très graves et qui sont intubés, ventilés, ils ont des anticorps pendant très, 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 très longtemps. Donc, vous voyez, le taux d'anticorps n'est pas relié à la sévérité de la maladie. Il me semble que vous avez indiqué que le vaccin ARN avait aussi le mérite de pas seulement exciter des anticorps ou générer des anticorps, mais d'exciter les lymphocytes T qui, eux, sont les… Vous avez utilisé le terme de tank contre la maladie. Est-ce que ces lymphocytes T ne gardent pas la mémoire beaucoup plus longtemps de l'infection? Oui, tout ça va être gardé en mémoire. C'est très important d'induire une réponse lymphocytaire pour avoir des lymphocytes B et T mémoire. Exactement. C'est pour ça que ces vaccins ARN, je pense qu'ils sont aussi performants au jour d'aujourd'hui et que peut-être les virus inactivés et les protéines sont moins efficaces. Parce qu'avec les vaccins de 3e génération,
vous induisez les fantassins et les Charles Leclerc. D'accord. D'accord. Bon, a priori, sur les anticorps, il faudrait refaire une injection tous les ans? Peut-être qu'il faudra faire une injection tous les ans pour s'adapter aux variants. Peut-être que ça fera comme la grippe. Il faudra s'adapter aux variants parce que les variants vont prendre le pas. Là, aujourd'hui, les vaccins sont les vaccins faits sur le virus initial de janvier 2020. Et aujourd'hui, vous rendez bien compte que progressivement, le virus qui va circuler ne va plus être le virus de janvier 2020, mais ça va être d'autres variants. Et il va falloir s'adapter à ces variants-là pour faire de nouvelles formulations vaccinales. D'accord. Puisqu'on a, on a évoqué l'écosystème nantais au travers de deux sociétés que pour lesquelles vous avez donné quelques indications, Valneva et Oz Immunotherapeutics, il y a une autre société qui émerge aujourd'hui, mais plus sur le traitement. Donc vous pouvez peut-être dire quelques mots, ce n'est pas un vaccin, mais c'est le traitement de la maladie une fois qu'on l'a attrapé. Alors quelques mots, ça s'appelle Xenotera. Voilà, c'est la société Xenotera. Et donc, vous pouvez peut-être en dire un mot et voir si cette piste-là peut déboucher assez rapidement. Cette piste-là, c'est ils prennent un virus, coronavirus, et ils immunisent des cochons, des porcs, des animaux transgéniques, des porcs transgéniques. On a modifié le système immunitaire de ces cochons, de ces porcs, pour qu'ils produisent des glycosylations proches du système humain. Donc ensuite, on va immuniser ces animaux, on va récupérer le sang de ces porcs, on va récupérer dans le sérum les anticorps chez ces cochons, et on va faire des doses d'anticorps polyclonaux issus du cochon vacciné avec le virus. Et donc en fait, ensuite, on va injecter ces anticorps de cochon à des individus pour que les anticorps neutralisent le coronavirus. Donc ce sont des anticorps purifiés à partir d'animaux. Donc ce n'est pas les anticorps dont on entend parler, que l'Allemagne a commandé, les anticorps Eli Lilly, Regeneron, qui sont fabriqués dans des usines. Là, Xenotera, c'est fabriqué chez un animal. Donc un porc transgénique, dont l'élevage, je crois, est à Tours ou Marseille, et qui va donc produire ces anticorps qui vont être utilisés pour injecter à l'homme, pour neutraliser le virus dans des phases aiguës de la maladie, pour éviter que l'individu passe d'un stade modéré à un stade plus grave. On va lui infuser ces anticorps pour bloquer le virus. C'est ce qu'avait eu Trump. Alors Trump, il n'a pas eu les anticorps de Xenotera, il a eu des anticorps de synthèse, des Lilly et de Regeneron, mais Xenotera, c'est des anticorps issus d'animaux transgéniques, donc c'est issu d'animaux. C'est des productions issues d'animaux transgéniques, vaccinés avec le coronavirus. Dans l'avenir, est-ce qu'on peut aussi imaginer que l'épidémie s'épuise d'elle-même, que le virus disparaisse et que vous parliez des variants qui vont prendre le pas? Est-ce qu'il va y avoir une extinction également de l'épidémie, ce qui s'est déjà vu, en combien de temps, etc. C'est difficile à prévoir. C'est sûr qu'il peut y avoir. Moi, je pense qu'il y a le virus, il y a plein de mutations. Il y a des mutations dans le virus qui apparaissent tous les jours chez même des individus. Après, c'est sûr que les mutations qui ne confèrent pas un bénéfice au virus, si c'est une mutation qui empêche le virus de bien se multiplier, ce virus-là va mourir. Donc, c'est sûr que les variants sont toujours sélectionnés pour les plus efficaces, les plus infectieux. Donc, ça va être difficile à arrêter parce que les virus qui mutent mais qui n'ont pas d'effet sélectif, on ne les voit pas en fait. On voit toujours ceux qui sont infectieux. Et une autre question complémentaire, combien de temps, vous parliez d'une certaine rapidité pour faire une nouvelle protéine ou lutter contre une nouvelle protéine, combien de temps entre le repérage d'un variant très dangereux et la sortie d'un vaccin adapté à ce nouveau variant, à peu près?
pour des usines qui ont déjà l'habitude de tourner. 6 semaines. En 6 semaines, c'est fait. En 1 mois et demi. D'accord. C'est très rapide. Donc, on peut imaginer qu'en confinant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en isolant les gens avec un nouveau variant, plus une production très rapide de vaccins contre ce nouveau variant, on peut affaiblir fortement l'épidémie. C'est comme ça qu'on pourrait l'éradiquer. C'est en combinant effectivement confinement et une vaccination puissante contre le variant circulant. Et là, on affaiblirait terriblement le virus. Avec une immunité collective de 60-70%, il aurait du mal à se transmettre. C'est ça qu'il faudrait faire. Il faut vacciner de façon beaucoup. J'ai vu aujourd'hui même sur Facebook, alors je ne sais pas ce que ça vaut, hein, c'est peut-être très fantaisiste, un certain docteur ou professeur Henri Joseph de Guadeloupe qui parlait d'immunité innée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui, si. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? L'immunité innée, c'est les premières lignes de défense dans l'organisme qui ne sont pas spécifiques à tel ou tel type de virus. On a des cellules, natural killer, NK, on a des équipements dans l'organisme qui sont les premières lignes de défense, parce que pour avoir une immunité adaptative spécifique du virus, ça demande 14 jours à peu près. Mais vous voyez bien que l'immunité innée, la nature est bien faite. La nature ne nous laisse pas en race campagne pendant 14 jours pour développer l'immunité spécifique du virus. Donc l'immunité innée, je ne sais pas ce qu'il voulait dire cette personne-là, mais l'immunité innée existe chez tous les individus et elle va combattre le virus déjà dès qu'il va arriver. Oui, il avait l'air de préconiser cette immunité innée acquise avec, je ne sais pas, des plantes locales, je suppose, de la Guadeloupe, à la place du vaccin. Je ne sais pas si... Du Taxol? Le Taxol, le Taxol, c'est un anticancéreux. Taxol, Taxoter, c'est dérivé des feuilles des ifs. Et on utilisait ça chez Ron Poulenc, c'est un anticancéreux. Le Taxoter, c'est une spécialité médicamenteuse contre le cancer. Ça dépolymérise les filaments d'actine intracellulaire. Je ne vous conseille pas de prendre du Taxol et du Taxoter. Hein. On s'est aperçu qu'il y avait du Taxol et du Taxoter dans les feuilles des ifs. Les chevaux en Californie, ils mangeaient les feuilles des ifs et ils mouraient. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans les feuilles d'ifs qui est aussi puissant pour faire mourir un cheval? Et on a trouvé ces molécules Taxol, Taxoter, qui sont utilisées aujourd'hui contre le cancer. Ne mangez surtout pas ça. Allez pas manger des feuilles d'if ce soir. Hein. C'est très toxique. Votre système immunitaire inné ne vous défendra pas. Il ne faut pas manger le cheval non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en avait une dans le chat justement sur est-ce qu'on peut déterminer les terrains qui sont plus ou moins favorables à l'attaque de ce type de virus? Est-ce qu'on peut inciter les populations à cultiver des défenses naturelles ou pas? Nous, on a un projet de recherche avec l'Institut Pasteur et l'Institut Cochin pour justement essayer de génotyper les patients qui font des formes graves, des formes sévères, des formes modérées, des formes légères, pour essayer de trouver si dans le système HLA, il y a des corrélations entre sévérité de la maladie et terrain génétique, si on veut aller par là, de l'individu. Ce n'est pas encore connu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sentez à voix haute, conseiller de Philippe? Peut-être une question qui serait un peu une forme de conclusion. Vous nous avez très bien expliqué les différentes générations de vaccins, depuis le virus inactivé de Pasteur jusqu'à l'ARN messager. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, par rapport aux maladies, soit anciennes ou soit nouvelles qui apparaissent, ce vaccin de 4e génération va finalement prendre la part majeure des futurs vaccins? Oui. Je pense que le domaine attendait cette espèce de tampon, cette espèce de crédibilité. Le domaine attendait ça depuis 20 ans.
la pandémie a fait naître cette opportunité. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va permettre effectivement de dérouler d'autres vaccins utilisant cette stratégie. Moi, je suis dans ce domaine depuis 25 ans, comme je vous l'ai déjà dit. Depuis 25 ans, on dit que c'est les vaccins du futur, mais les gens nous regardent un petit peu en se pinçant le nez en disant oui, bah, demain. Bah, sauf que demain, la pandémie du coronavirus, ce n'était pas pour demain, c'était pour aujourd'hui. Et que les vaccins qui ont été les plus rapides, ça a été ceux-là. Et qu'en fait, force est de constater que les États ont été obligés, et les experts ont été obligés de prendre et d'autoriser ces vaccins. Mais je peux vous dire qu'il y a eu des réticences. Il y a eu des réticences malgré le fait que ces vaccins étaient prêts et étaient efficaces et l'avaient été démontré en phase 3. Il y avait des réticences à tous les étages pour accorder des autorisations de mise sur le marché de ce type de vaccin. Les réticences étaient très fortes. Mais comme les États n'ont pas pu faire autrement, ils ont délivré les autorisations. Et je pense que c'est une formidable crédibilité de ce domaine. Et ce domaine va maintenant pouvoir dérouler d'autres stratégies de vaccination utilisant cette stratégie originale. Vous parlez de réticence parce que ça rendait obsolète d'autres formes d'industrie de production de vaccins ou... Réticence parce que le changement fait peur, parce que ce qui est nouveau fait peur, la méconnaissance du système faisait peur. Moi, j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques voilà, parce que les gens connaissaient peu, ne savaient pas comment ça marche, comment ça marchait. Donc, c'est sûr que l'inconnu fait toujours peur. Et comme les gens ne s'étaient pas vraiment penchés sur ce que c'était ce type de vaccin, bah, ça faisait peur. Mais maintenant que les gens ont mieux compris, on a essayé de faire cet effort pédagogique, d'expliquer comment ça fonctionnait. Et j'ai l'impression que maintenant, les gens ont moins peur et que progressivement, ça va diffuser pour d'autres maladies et dans la population. C'est comme l'arrivée de nouvelles choses. Le train dans les années 1900, la voiture, l'avion, il y a toujours des peurs. Et puis après on s'y habitue et on se dit, bah oui, pourquoi on n'a pas inventé la machine à laver plus tôt? Ça veut dire qu'on peut avoir d'abord des vaccins, par exemple, de première génération qui sont remplacés par des vaccins de troisième génération, comme la grippe. Et est-ce que ça veut dire que sur des maladies mondiales, par exemple le paludisme ou des choses comme ça, on peut avoir des espoirs dans cette technologie? Oui. Oui, nous, on est sur des aspects comme ça, dengue, Zika. Tout à fait, les nouveaux vaccins vont utiliser cette stratégie-là, malgré toujours, comme on a dit, le trépied, le bon antigène, le bon ARN, le bon système de transport. Alors, le bon système de transport, on l'a, le bon format d'ARN, on l'a. Après, il faudra trouver à chaque fois le bon antigène qui permet de protéger la population. Et il y a certains virus où on ne sait pas encore quel est le bon antigène, type virus du sida, quel est le bon antigène, on ne le sait pas encore. Mais par exemple, pour le Zika, la dengue, on les connaît, ça y est. Ça va pouvoir se faire. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est que les grands groupes industriels maintenant vont s'y mettre, parce que vous avez pu voir qu'au cours de cette course de vaccins contre le coronavirus, dans le top 10 des 10 premières industries pharmaceutiques mondiales, elles ne sont pas vraiment présentes, parce que BioNTech, c'est une start-up, Moderna, c'est une start-up, CureVac, c'est une start-up, l'Université d'Oxford, c'était un laboratoire académique, les Novartis n'y sont pas, les Roche n'y sont pas, les Sanofi n'y sont pas. Vous voyez, donc ça n'a pas intéressé grand monde au départ, mais maintenant, je pense qu'ils vont être obligés de s'y mettre, sinon ça va faire comme les dinosaures, ils vont mourir. Donc je pense qu'ils vont s'y mettre, mais maintenant ça va être plus dur pour eux. Parce que, par exemple, une société comme Moderna est valorisée à la bourse de New York 60 milliards de dollars pour moins de 800 personnes, avec un seul produit sur le marché, alors que Sanofi, avec 200 000 employés dans le monde entier, avec des centaines de médicaments, peine à être valorisé 100 milliards. Donc la différence maintenant est très faible. Sanofi ne pourra pas s'acheter ni Moderna, ni BioNTech.
Donc, ça fait aussi réfléchir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ou est-ce qu'on passe à la conclusion? S'il y a conclusion. La conclusion, ça pourrait être quand est-ce que les restaurants vont ouvrir, mais je pense que vous n'avez pas la réponse. Mais Il va falloir un passeport vaccinal. Et oui, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ces débats sur les passeports vaccinaux, où il faudrait aller… Moi, j'avais été interrogé, là, je ne sais plus, en avril ou mars. Le problème, c'est tout dépend à quel vaccin vous êtes vacciné, parce que vous voyez bien que l'efficacité, elle n'est pas la même. C'est ça. Si vous êtes Est-ce que vacciné sur le avec un passeport, il y aura BioNTech à marqué le vaccin? 95%, c'est pas mal. Si vous êtes vacciné avec un virus inactivé de Sinopharm à 50%, bah, en gros, vous montrez votre passeport, je suis vacciné. Si vous êtes vacciné avec un Sinopharm, vous avez 50% de chance d'avoir la maladie. Donc, c'est pas vraiment un passeport. Hein. Non, les vrais passeports vaccinaux, c'est ce qu'on fait pour les animaux. C'est qu'on détermine un titre en anticorps. Par exemple, les chiens, pour qu'ils voyagent dans la soute, certains pays obligent à ce que les chiens soient vaccinés contre la rage, mais pas seulement vaccinés, mais qu'ils aient un titre en anticorps que l'on sait être protecteur. Et donc, le propriétaire doit faire une prise de sang à son animal et de démontrer que son animal a X milligrammes par ml d'anticorps. Un vrai passeport vaccinal, c'est ça. Et là, on a la preuve qu'effectivement, vous êtes vacciné, vous êtes protégé. Mais un passeport où c'est marqué vacciné le 3 mars par AstraZeneca, s'il est à 80% efficace et vous êtes dans les 20%, vous pouvez aller au restaurant et vous diffuser le virus. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On ne termine pas par une note positive. J'avais tenté la question sur la réouverture, mais vous n'avez pas la réponse, donc c'est embêtant. Pourtant, il y a eu des restaurants étoilés à Nantes dans la nouvelle série du Guide Michelin. Oui, pareil. Oui. Mais pour l'instant, l'étoile est restée un peu pâle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on va conclure, Philippe ou Dr Chirol ou François Tuffreau, si on veut annoncer le prochain rendez-vous, s'il est encore là, François Tuffreau? Je crois qu'il est là. Non, on va laisser ça à Jean-Marc, il va faire ça très bien. Non, je voudrais d'abord remercier Bruno Pitard parce que vraiment c'était intéressant. On voit que vous baignez là-dedans depuis, vous l'avez dit, 25 ans. C'était effectivement très pédagogique. Moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste. C'est quand même une révolution incroyable. Alors, c'est clair que ça naît d'une pandémie mondiale, etc. Mais je trouve qu'on est dans une civilisation qui permet, avec pas mal d'inconvénients, mais de créer, d'inventer, de développer un outil thérapeutique quand même assez extraordinaire en un an. Je crois que ça restera une histoire incroyable et c'est pas terminé. Merci à vous de nous avoir parlé de tout ça si simplement. La santé à voix haute et le conseil de développement vous donnent aussi rendez-vous le 9 mars, je vérifie, avec le professeur Herberg, hein, qui est un des chantres du Nutri-Score pour parler de nutrition. Et alors c'est un autre sujet que la vaccination, mais c'est aussi à la mode, le Nutri-Score sur les différents aliments que l'on achètera. Puis je laisse Philippe conclure réellement. Merci beaucoup. La conclusion va être très très simple. Merci Jean-Marc. Merci surtout à vous, Monsieur Pitard, parce que je crois que dans cette période où on a justement ces questionnements autour de la vaccination, l'apparition de ces nouveaux vaccins, comme vous l'aviez dit vous-même, pouvait par certains aspects inquiéter. On parlait d'ARN, d'ADN, enfin, etc. On parle des moins 80 degrés. Voilà, il y a plein de questions autour de ces nouveaux vaccins. Vous avez très bien expliqué que c'est vraiment la future génération des vaccins qui va maintenant prendre la place des anciennes technologies. Je crois que c'était un des objectifs aussi de cet échange. Donc, merci vraiment, merci à vous.